On attend encore une petite minute et puis je vais démarrer si ça vous convient. Je reconnais que si ça vous convient pas, malgré tout, c'est moi qui décide. J'espère que vous avez tous votre café, votre thé, de l'eau, tout ce qui vous met bien pour redémarrer cet après-midi. Vous avez déjà peut-être un jour et demi de conférences, d'échanges pour ceux qui sont à Marseille, de rencontres. Voilà, vous devez peut-être commencer à être fatigué, mais enrichi de plein de choses. Puis ben, je pense qu'on va pas tarder à démarrer. Écoutez, allez. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien ma jolie tasse à café avec écrit Colline dessus? Si vous avez un petit pouce, parfait. Ben, merci beaucoup. Donc écoutez, ben, bienvenue. Je suis très touchée d'être là avec vous. Moi, je suis patiente partenaire, vous le savez, puisque vous êtes inscrit à ce café débat. J'ai fait des cafés débats, mais en présentiel, donc c'est vrai que c'est un peu atypique. J'espère m'en sortir d'une manière aussi agréable que ça l'est quand on est tous ensemble, physiquement, et que ça vous, en tout cas, plaira et que vous vous sentirez à l'aise pour vous exprimer les moments venus, parce que j'espère qu'on pourra échanger. Donc, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est qui je suis. Donc, rapidement, moi, j'ai un parcours professionnel assez classique dans le sens où bah, j'ai travaillé comme salarié, comme de nombreuses personnes en France. J'ai d'abord travaillé dans la communication événementielle pendant plus de 10 ans. Et puis ensuite, je me suis reconvertie, je suis devenue éducatrice spécialisée. J'ai travaillé beaucoup dans la rue et dans des centres d'accueil de jour, en particulier auprès d'usagers de drogue à Paris, de personnes en situation de prostitution. Et puis, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai travaillé avec des personnes dans la précarité, sur de l'hébergement social, et également des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, particulièrement schizophrénie, et vivant à la rue, voilà, sur un programme qui s'appelait Le 1 chez soi d'abord. Et puis, bah, j'ai une maladie chronique depuis l'âge de 8 ans. Je suis migraineuse et ça me fait toujours tout drôle de le dire comme ça maintenant, parce que moi-même, je n'avais pas pris la mesure de l'impact de cette maladie en fait sur ma vie. Et l'impact ayant été croissant, eh bien, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai quitté mon métier d'éducatrice spécialisée pour m'occuper de moi d'abord, puis de ma vie professionnelle. Et donc, voilà, je suis actuellement en DU à l'Université de Montpellier pour me former au partenariat patient-soignant. Mais je fais d'ores et déjà depuis 2 ans des interventions autour de la migraine et aussi autour des maladies chroniques. Et je suis très sensible à l'impact sur le travail puisque moi-même, je l'ai vécu. Voilà. Alors, vous, si j'ai bien compris, vous êtes tous des référents handicap, mais c'est ce que je voulais vérifier. Est-ce que des gens qui ne seraient pas référents handicap pourraient lever la main, que je puisse mesurer s'il y a vraiment que des référents handicap ou pas? Donc, c'est ceux qui ne sont pas référents handicap qui lèvent la main. OK. Je serais assez curieuse de savoir quel est votre profil, parce que comme voilà, vous savez maintenant un peu qui je suis, et moi de savoir à qui je m'adresse, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, vous êtes essentiellement des référents handicap. OK. Cet atelier, en fait, on l'a pensé grâce à Colin Care. Colin Care, c'est une société, si vous êtes à Marseille, vous pouvez aller les voir, ils ont un stand. C'est une petite société que je trouve absolument géniale qui met en lien
qui sensibilise énormément au handicap invisible et aux maladies chroniques dans le monde du travail et qui permet la mise en lien à des salariés avec soit des professionnels, psychologues, assistantes sociales, référents handicap, mais également des patients partenaires comme moi sur des pathologies spécifiques. Et ça s'adresse à des salariés qui sont concernés ou qui sont aidants de personnes concernées et qui ont besoin en fait d'échanger face à peut-être certaines difficultés sur du vécu commun pour essayer de trouver des solutions qui permettent le maintien dans l'emploi ou éventuellement une réorientation, des adaptations, etc. Voilà. Donc, je remercie vraiment Colin Kerr et la GFIP pour cette invitation. Donc moi, j'ai quand même déjà 30 ans d'activité professionnelle passée dans différents métiers. Donc j'espère que je serai suffisamment claire dans les exemples concrets que je vais apporter, qui feront peut-être écho évidemment des situations de personnes que vous avez accompagnées ou que vous accompagnez actuellement. Mais comme j'ai encore 15 ans de travail à venir, hein, parce que je vais avoir 50 ans et à la retraite, c'est pas tout de suite encore, ben, je sais que ma vie maintenant avec la maladie chronique au travail, je l'aborde complètement différemment. Il y a vraiment un avant et un après. L'impact est assez spectaculaire quand d'un coup on met le focus et la loupe sur ce qu'on vit au travail. Donc vous connaissez tout ce qui est droit, dossier, aide et dispositifs. En tout cas, je l'espère, c'est votre cœur de métier. Donc c'est pas là-dessus qu'on va aller spécifiquement, puisque j'ai rien à vous apprendre vraisemblablement, hein. Et moi, j'aurais plus à apprendre de vous, je pense. Par contre, l'idée en fait de ce café débat, c'était qu'on puisse échanger sur des choses vraiment concrètes, des situations vécues. Donc vous, que vous fassiez un peu la voix de personnes que vous accompagnez en tant que référent handicap, et puis que moi, humblement, parce que voilà, je suis qu'une parmi d'autres et qu'on a tous des singularités, des particularités, mais que je puisse être un peu une voix en face des personnes que vous accompagnez, en quelque sorte. Voilà, donc on va voir comment on va avancer là-dessus ensemble. Euh, alors, hop là. Le programme. Le programme, donc on va faire un petit focus, parce qu'on a quand même 1h30 devant nous et je pense qu'on va s'axer plutôt sur la partie de la fin de ce programme. On va évoquer ce que sont les maladies chroniques un peu au sens transversal et large et voir ensemble si, voilà, comment vous élargissez vous aussi. Et puis ensuite, on va voir ce que c'est qu'être un salarié malade chronique en situation de travail. Donc vraiment, c'est vraiment spécifique puisque moi, par exemple, enfin, j'ai passé là 2 ans en ne travaillant plus. C'est pas du tout la même chose d'être malade chronique, en train de se soigner, de prendre soin de soi et d'avoir du temps pour respirer et un rythme qui est complètement adapté à ce dont on a besoin et d'être salarié. Voilà, selon les contextes, il y a vraiment des particularités auxquelles vous êtes confrontés vous aussi tous les jours. Ensuite, on fera un focus sur les défis pardon, et les efforts quotidiens que sont ceux d'un malade chronique. Évidemment, je vais témoigner de ce qu'ont été les miens et de ce que sont encore les miens. Je vais essayer d'élargir à d'autres maladies que la mienne, bien sûr. Et puis, on verra ensemble si il y a des aspects sur lesquels vous auriez pu être interpellé ou que vous êtes interpellé par des salariés et sur lesquels on pourrait échanger, voir entre vous ou avec moi, euh, sur voilà, il y a des milliers de solutions, mais il y a des choses qui sont aussi complètement créatives, des choses à penser et à imaginer avec la personne concernée. Et enfin, on va évoquer la dimension de la communication des employeurs. Et dans les employeurs, je mets aussi, alors ce ne sont pas les employeurs, mais les référents handicap, mais aussi les managers, en fait, toutes les personnes qui entourent le salarié, mais qui ne sont pas le salarié directement. Comment créer on va dire, un environnement suffisamment sécure pour que quelqu'un puisse exprimer ses difficultés au travail. Je vous raconterai pourquoi, moi, ça fait seulement
4-5 ans que je m'occupe de ma maladie au travail, alors que je souffre depuis l'âge de 8 ans. Donc, comme quoi, ça peut être très très long. Et on discutera ensemble peut-être de certains leviers, certains freins, pour essayer de voir comment les lever ou les contourner. Voilà. Alors, je vous ai mis vous avez vu sur chaque point, il y a un micro, ce qui sous-entend qu'à chaque fois, on fera une pause pour discuter tous ensemble. Alors, évidemment, là, on est, je ne sais pas combien de participants pour le moment. Tac, tac, tac. Ah ben, on est 50. Alors évidemment, pour s'échanger la parole, ce ne sera pas aussi facile que de visualiser quelqu'un directement qui veut parler dans un vrai café. Mais on fera notre mieux pour que les échanges puissent être le plus fluides possible et voilà, que ce soit un café débat au sens propre du terme. Alors, vous avez noté peut-être que ma présentation, ben, j'y ai mis un écran sombre, un fond sombre, parce que en tant que migraineuse chronique, la luminosité est un des déclencheurs de la migraine, sachant que la migraine est une maladie neurologique, donc la luminosité n'est pas la cause de la migraine. La cause, c'est la maladie. Mais voilà, en tant que migraineux, on est soumis à tous les stimuli existants. Et tous ces stimuli, c'est-à-dire la vie, en fait, hein, les odeurs, les bruits, les lumières, les mouvements, ben, toutes ces choses-là qui font partie du vivant, malheureusement, sont potentiellement des déclencheurs de crise chez les migraineux. Et j'ai pris le parti parce que je passe mon temps effectivement à assombrir mon écran, la luminosité de mon écran, à baisser les stores, à rajouter des écrans sur l'écran, des écrans qui rendent, je ne sais pas si vous connaissez les écrans un petit peu orangés, pour que ce soit moins violent sur mes yeux, que ce soit un stimulus que j'arrive à gérer. Et puis ben, maintenant, j'ai pris le pli voilà, de faire mes présentations euh, de cette manière. Donc, ne soyez pas surpris de cet écran noir. C'est pas un détail pour moi. Voilà. Alors, les maladies chroniques. Vous savez certainement ce que c'est. Vous êtes référent handicap. Enfin, donc, forcément, vous êtes très concerné. Néanmoins, les points clés qui semblent vraiment importants parce que ça génère des impacts différents aussi. Les points clés, quand même, c'est qu'une maladie chronique, elle est évolutive. Elle peut être aussi stationnaire. Elle affecte la vie quotidienne et elle est de longue durée. Donc, longue durée, c'est plus de 3 mois, on le sait. Donc, j'ai mis quelques exemples voilà, auxquels vous avez peut-être confrontés, les troubles psychiques, sclérose en plaques, diabète, arthrite. J'ai mis des photos. Il y a un nombre de maladies chroniques aujourd'hui concernées par des aménagements qui heureusement, est de plus en plus longue, cette liste. Euh, la migraine, jusqu'ici, c'était quelque chose d'un petit peu mis à part. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout bêtement, les migraineux eux-mêmes maîtrisaient ces dernières décennies assez mal leur propre pathologie. En gros, moi, je souffrais, c'est un peu comme faire de la prose sans le savoir, n'est-ce pas? Moi, je souffrais, mais je croyais que c'était normal que je m'adapte à mon emploi et puis que c'était normal que je fournisse des efforts quotidiens. Je culpabilisais aussi beaucoup, en fait. J'avais l'impression que j'étais responsable un peu d'être malade, voilà. Et puis, j'avais pas mesuré parce que aussi médicalement, on ne m'avait pas dit une maladie chronique, ça sous-entend que potentiellement, tu vas l'avoir toute ta vie. Moi, j'ai toujours espéré que cette maladie serait guérissable. C'est pas du tout le cas. Et c'est peut-être improbable quand ça fait comme moi bientôt plus de 40 ans qu'on a la même pathologie. Ben, c'est que j'ai appris seulement il y a 4 ans que c'était incurable comme maladie. Donc, il existe malgré tout des traitements qui peuvent nous aider à diminuer la fréquence et l'intensité des crises. Mais voilà, c'est tout un parcours de soins qui est parallèle effectivement à la vie au travail. Et ce parcours de soins, pour un salarié, il a beaucoup de poids, il a un impact qui est assez important parce que voilà, on peut avoir des rendez-vous qui arrivent dans la journée de travail, mais on peut avoir aussi des traitements qui ont des impacts lourds. Et puis, on a tous les symptômes qui peuvent avoir lieu au travail, à la maison, n'importe où, en fait. Voilà. Donc, pour les maladies chroniques, je suppose que
tous ces chiffres-là, c'est pareil, vous devez les connaître maintenant par cœur. Et actuellement, il y a 20 millions de personnes qui sont concernées par des maladies chroniques, 11 millions de proches aidants. 80% des handicaps sont invisibles. On discutera aussi de ce mot handicap parce que moi, ça a fait partie d'un gros chemin me concernant pour accepter ça. Et puis, en France, ça a été évalué à 110 milliards d'euros le coût de la prise en charge des ALD. Pour ce qui est de la migraine, un chiffre est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, d'une évaluation sociétale. La migraine concerne aujourd'hui 12 millions de Français. C'est donc un chiffre qui est assez conséquent. Mais la migraine, elle est très variable. Moi, il y a des périodes de vie où elle n'avait pas d'impact particulier sur mon travail. J'avais 2 crises par mois, ça se vivait très bien. Certaines personnes ont toute leur vie 4-5 crises par an. L'impact est donc pas phénoménal. Mais dans ces 12 millions de personnes, il y a ce qu'on appelle donc les migraineux chroniques. Et moi, je suis rentrée à 2 reprises et là, je suis dans ma deuxième période de migraine chronique. Là, l'impact est conséquent et il a été évalué en termes de coûts directs et indirects à 18 milliards d'euros en France. Voilà. Donc, finalement, les migraines chroniques, c'est un enjeu de santé publique, mais qui est encore extrêmement méconnu parce qu'on associe beaucoup la migraine à une simple céphalée. Et la migraine, c'est pas juste une simple céphalée, loin de là. La migraine, c'est vraiment un nombre de symptômes assez conséquent. Et je les traverserai un peu de manière transversale quand on abordera un peu euh, dans une autre partie les impacts et les défis, les efforts quotidiens à fournir au travail pour les malades chroniques un petit peu au sens large. Donc là, juste sur cette première partie, hein, qui est quelque chose que vous connaissez bien, je me demandais si vous aviez quelque chose à dire, si pour vous ça évoque autre chose, les maladies chroniques. Et donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à démarrer. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Je ne sais pas si c'est pour intervenir. Il y a Laurence ou Amandine, si vous voulez dire quelque chose sur les maladies chroniques, si ça vous évoque d'autres choses, si vous Euh, avez une question. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Laurence, je suis référente handicap et ce que vous venez de décrire en fait fait écho pour moi à la situation d'une collaboratrice migraineuse qui a passé une foultitude d'examens. Euh, alors, je ne sais pas effectivement si parmi les examens, il y en a un qui aurait pu révéler que c'était une maladie chronique. En tous les cas, moi, elle ne me l'a pas formulé telle qu'elle. On a aménagé matériellement son poste de travail pour soutenir ses cervicales, enfin pour essayer que ça soit le plus confort possible. Mais en tous les cas, moi, à aucun moment, elle ne me l'a traduit comme une maladie chronique et à aucun moment, et pourtant elle a fait beaucoup, beaucoup d'examens, on a mis un nom là-dessus. Donc on a fait, je l'ai accompagnée dans la démarche RQTH. On attend encore la réponse. Mais du coup, c'était un dossier très compliqué à argumenter Mm. parce qu'en réalité, elle n'avait pas de diagnostic très clair entre les mains à joindre, hormis tous les comptes rendus de tout ce qu'elle a passé comme examen, mais rien n'a produit un diagnostic très clair. Et du coup, ça a été compliqué d'argumenter le dossier RQTH. Mm. On l'a fait en traduisant son quotidien tant professionnel que personnel, parce que parfois, elle n'était pas en capacité de travailler et parfois, elle n'était pas en capacité elle était en capacité de rien du tout dans sa vie perso, à part se Mhm. coucher et attendre que ça aille mieux. Et Ouais, du coup, c'est ça. ça m'intéresse vraiment ce que vous dites parce que, en tous les cas, à aucun moment, elle m'a dit que ça avait été identifié comme une maladie chronique. Alors, je peux vous faire donc un petit focus sur cette pathologie. Je vais essayer de ne pas le faire long parce que je ne sais pas si tout le monde est intéressé. Mais malgré tout, hier, j'intervenais auprès des professionnels de santé au travail du Languedoc-Roussillon. Et effectivement, on a soulevé tous ensemble une méconnaissance de la migraine de la part des patients eux-mêmes. Mais j'en suis la première à l'avoir traversée, en fait, cette méconnaissance. C'est-à-dire que, comme la migraine jusqu'ici, on nous la renvoie comme un mal de tête et qu'on a le sentiment qu'il suffit de prendre un cachet et que ça va passer, on peut passer nous-mêmes notre vie de salarié à invisibiliser complètement ça.
il s'avère que moi, j'ai repris un suivi neurologique il y a seulement 4 ans. C'est Mm. extrêmement récent. J'avais vu un neurologue à 20 ans. Alors, vous avez parlé de la batterie d'examen. C'est très intéressant ça. Sachez que la migraine, ça se diagnostique avec un questionnaire. En fait, les examens servent à écarter d'autres causes où la migraine serait un symptôme et non pas une maladie. D'accord. Donc, une IRM, si on est migraineux, voilà, si le diagnostic c'est la migraine, une IRM revient normale, un EEG revient normal. On peut faire effectivement plein d'examens sanguins, ils sont normaux. En fait, c'est un dysfonctionnement dans le cerveau qui est déclenché par des stimulus extérieurs et le cerveau surréagit. Et ça, voilà, la personne n'y est pour rien, effectivement. C'est une maladie qui est polygénique. Donc, pour le moment, la recherche continue d'avancer, mais il y a déjà, semble-t-il, 180 gènes qui concerneraient la migraine qui ont été trouvés et c'est loin d'être fini. Et donc, en fait, comme elle est, comme c'est un dysfonctionnement du cerveau, c'est un peu comme beaucoup de gens, et le neurologue avec qui j'interviens souvent sur Montpellier le disait, c'est un peu comme une épilepsie sensorielle. Mhm. C'est-à-dire, on a des micro-crises qui viennent, il y a quelque chose qui va venir déclencher, le cerveau a un seuil de tolérance très bas au stimulus, et plus on se chronicise, plus le seuil de tolérance est bas, et donc on peut déclencher des crises à répétition, et ces crises, elles ne vont pas durer 1 ou 2 heures. Le diagnostic pour la migraine, c'est qu'elle dure entre 4 heures et 48 heures, voire Mhm. 72 heures, qu'il n'y a pas que l'acéphalée, mais qu'en réalité, il y a tout ce qu'on appelle l'osmophobie, euh, oh, j'allais dire la visiophobie, n'importe quoi. Les problèmes avec la vue, les problèmes avec l'ouïe et les problèmes d'odorat. En fait, voilà. Exemple concret, je suis dans une réunion. Tout d'un coup, je vais entendre, parce que j'ai une migraine qui est en chemin, je me mets à entendre le moteur du rétroprojecteur. Je vais avoir l'impression qu'entre les stores, toutes les petites lignes lumineuses, elles viennent se focaliser dans mes yeux et elles me font des scintillements et des éclairs. J'ai l'impression que chaque personne qui parle est en train de crier presque. Mhm. Et puis, si à côté de moi, j'ai 2 personnes qui se sont parfumées et une personne qui a fumé, ben, je ne vais sentir que ces odeurs-là. Et tout Mhm. ça fait que ça fait partie du diagnostic de la migraine. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit j'ai mal à la tête, moi j'ai souvent dit uniquement ça, j'ai mal à la tête. Mais si on creuse derrière et qu'on entend ça, qu'il y a des nausées qui arrivent jusqu'à des vomissements, moi j'ai beaucoup vomi dans ma vie à cause des migraines. Si la personne est hypersensible à tous ces stimuli pardon, que je viens d'évoquer, et qu'en plus là-dessus elle a une céphalée, et qu'en fait, comme vous le décriviez très bien, la personne elle doit finir couchée dans le noir, immobile Mhm. et un peu coupée du monde, Mhm. on est assez proche du diagnostic de la migraine. Par contre, en effet, un médecin traitant, un médecin généraliste peut diagnostiquer ça, hein. C'est vraiment un questionnaire très clair. Et on trouve Euh, où ce par- questionnaire? alors, bah, peut-être que je vous le mettrai, c'est bien que vous me le disiez. Je vous le mettrai à la fin dans les. Voilà, Oui, il y a le super. questionnaire Oui, parce que MIDAS et le questionnaire je pense que je peux ITSIS. lui en parler. Oui, tout à fait. Actuellement, nous, enfin, je connais une chercheuse qui est en train d'essayer de mettre en place un questionnaire qui serait même distribué dans les pharmacies, parce que les pharmaciens qui observent des patients qui viennent régulièrement demander des antalgiques, ils peuvent peut-être faire passer ce questionnaire et se rendre compte que la personne aurait un grand intérêt à consulter un neurologue. Ah, chouette. Le neurologue vient valider quelque chose, d'abord, un diagnostic. Il y a ensuite plusieurs types de migraines. Peut-être que vous aurez eu aussi dans les personnes en face de vous des personnes qui vous diront qu'elles ont des migraines ophtalmiques. Là, c'est pas le cas. Euh, Mm. alors ça doit régulièrement arriver parce que hier, pareil, à la médecine du travail, c'est ce qu'on m'a dit. La migraine ophtalmique n'existe plus en tant qu'appellation, mais c'est vrai que pour les patients, elle est encore, c'est le mot qu'on utilise. En réalité, c'est ce qu'on appelle la migraine avec aura, c'est-à-dire qu'en plus des phases dont je viens vous parler, il y a des signes avant-coureurs de la migraine, il y a la crise et il y a l'après-migraine où on est complètement lessivé. Entre la crise et les signes avant-coureurs, vous avez des personnes qui ont des auras. Moi, je n'en ai pas. Mais les auras, c'est assez spectaculaire. Les gens craignent un AVC. Ça fait vraiment peur. Il y a une distorsion de l'image. Si on est au volant, on peut avoir un accident. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important.
mais qui par contre est entièrement réversible et peut arriver plusieurs fois dans le mois ou dans l'année et n'a aucun impact en fait ensuite. Par contre, voilà, on en revient à la question de la crise de l'épilepsie sensorielle. Ben, c'est ça, il y a plein de choses qui se mettent à dysfonctionner, mais il y a un retour à la normale qui va arriver. Et alors après, au-delà de ça, le neurologue, il sert à trouver des traitements pour gérer les crises. Et quand il y a vraiment trop de crises, ou avant que ça dérape, parce que moi j'ai fait cette erreur-là, essayer des traitements de fond, sachant qu'il n'y a rien de magique. Il n'y a aucun traitement de fond qui... oula, il n'y a aucun Excusez-moi, mon traitement de fond téléphone qui a guérit de sonné. la Je suis désolée. migraine. Je vous en prie. Il n'y a aucun traitement de fond qui guérit de la migraine à l'heure actuelle, mais par contre, ça peut aider à diminuer la fréquence et l'intensité des crises. Mhm. Donc, le neurologue, c'est le spécialiste vers lequel il faut orienter quelqu'un où il y aurait une suspicion de diagnostic de migraine. J'ai pas le Et souvenir sachez qu'elle m'ait que parlé du neurologue. J'ai pas le souvenir qu'elle m'en ait parlé, après, les mais neurologues, malheureusement, selon les villes où on habite, moi par exemple, j'ai fait une intervention à Millau il y a 3 jours. À Millau, il y a un seul neurologue qui est à l'hôpital et qui a une elle est liste à d'attente Rennes. extrêmement longue. Voilà, parfois, ça peut être 6 mois à 1 an d'attente pour un rendez-vous, mais il faut absolument en prendre un parce que, comme vous le disiez, on en revient à la question du handicap au travail. Moi, si j'ai eu ma RQTH, alors j'allais dire rapidement, c'est pas vrai parce que sur l'Hérault, j'ai attendu 11 mois. Mais mon dossier a été validé parce que j'avais effectivement les comptes rendus d'un neurologue qui avait posé un diagnostic. Donc cette personne, soit elle n'a pas vu de neurologue qui a enfin posé le diagnostic, soit elle souffre d'autre chose. Et la migraine est peut-être un symptôme d'autre chose. Voilà. Merci. Voilà ce que je peux dire pour la migraine, pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Après, je vous mettrai des références à la fin, parce que j'ai oublié de préciser que je suis aussi bénévole depuis 4 ans. C'est aussi ça qui a changé ma vie. Dans une association de patients et c'est grâce à cette association de patients que j'ai tout appris sur ma maladie. Je vous mettrai le lien de l'association qui s'appelle La Voix des migraineux. Voilà. Après, je crois que il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Charline, peut-être, si vous avez une question Oui, sur cette bonjour. partie-là. Bonjour. Je suis donc Charline. Alors j'ai trois casquettes. Je suis assistante sociale en entreprise. J'ai travaillé à la médecine du travail. Je suis référente handicap. Où j'accompagne du coup donc mes collègues et puis moi-même, je suis atteinte d'une maladie invalidante, d'une Ok. pathologie. Voilà, la maladie de Ménière. Ok. Ah oui. Donc, Ok, je du connais très coup, bien. je Ouais. voulais voilà, rebondir en effet sur ce que disait Laurence et sur ce que vous disiez sur le fait qu'on peut en effet porter la pathologie depuis des années, voire des décennies, sans avoir une réelle prise de conscience en fait de l'impact en fait de la pathologie chronique et de la maladie chronique et de la définition même du handicap. En tout cas, la prise de conscience peut être longue et Oui. et d'où, en plus, voilà, vous avez parlé là à la fin de l'association de patients, j'allais aussi y venir en disant qu'il y a vraiment de nombreuses associations de patients qui peuvent être très aidantes pour Oui. pouvoir affiner peut-être un diagnostic éventuel en orientant vers tout un réseau médical repéré. Euh, et, euh, et puis, il y a, enfin, en tout cas, pour ma part, j'effectue un vrai accompagnement d'aide à la prise de conscience. C'est-à-dire que quand moi, je repère vraiment qu'il y a un impact au quotidien, vraiment une pathologie invalidante au quotidien sur le travail, mais également sur la vie personnelle, il est vraiment pour moi important de mettre des mots et de Oui, dire que c'est pas une situation normale et que c'est ça. faut aider sur le fait de ne pas subir. Oui. Euh, et puis, il y a toute une phase d'acceptation et ensuite, évidemment, de pouvoir en parler ou non. Et ça en revient à la personne. Mm. Mais il faut parfois énormément de temps avant qu'il y ait cette réelle prise de conscience Ouais. et la mise en place euh, de, de choses pour pouvoir aider au quotidien. Ouais. Alors moi-même, si j'avais en plus plusieurs casquettes, j'ai moi-même mis du temps à faire ma demande de RQTH. Donc voilà, mais je Ouais. suis vraiment voilà, très sensibilisée à ce que vous dites et je le constate vraiment régulièrement dans l'accompagnement des salariés que j'effectue. Ouais. Ouais. Ouais, merci beaucoup pour votre témoignage parce que Ok. c'est vraiment ça. Alors effectivement, avoir une triple casquette, ben moi pour le coup, je m'étais retrouvée avec 2 casquettes puisque j'étais éducatrice spécialisée, j'accompagnais des gens et je faisais des RQTH, des demandes de Mhm. RQTH, j'en faisais énormément.
Et puis pourtant, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, voilà, que ça pouvait s'appliquer à moi. Et quand ça s'est appliqué à moi, et bien d'un coup, c'est pas parce qu'on a les compétences et les connaissances en amont que quand ça s'applique à vous, c'est plus simple. En fait, non. Tout à fait. Parce que d'un coup, on change d'habit vraiment. Mm. Et je pense que c'est quelque chose de très fort pour vous faire parce que je pense que c'est ce que vous avez peut-être vécu, hein, Charline, mais euh, en fait, ma prise de conscience, moi, elle est venue parce que mon dernier emploi en tant qu'éducatrice, j'étais dans une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y avait des pères aidants et des Mm. pères aidants en santé mentale, donc des personnes concernées par la schizophrénie et qui travaillent avec nous à temps plein ou temps partiel, aménagé. Et en fait, bon, pour moi, c'était une évidence pour qu'on accompagne des entendeurs de voix, qu'on soit nous-mêmes avec des entendeurs de voix. Je trouvais ça exceptionnel. Et je pense que c'est parce que j'ai infusé aussi à leur contact de voir la manière dont elles travaillaient et la manière dont elles travaillaient avec leur maladie, que progressivement, ça m'a permis, moi, d'en prendre conscience. Sans elles, je suis pas sûre que j'en serais arrivée là à me dire, en fait, ça va pas et j'ai le droit de demander de l'aide à mon tour. Je suis Ouais. pas obligée de souffrir et de me forcer toute ma vie, en fait. Mais là, j'en souris en le disant, mais en fait, j'en ai pleuré. J'ai trouvé ça extrêmement, d'autant plus parce que j'étais dans un métier où j'aidais, où j'accompagnais et j'aidais. Je trouvais ça complètement fou que d'un coup, ce soit moi qu'on doive aider. Voilà. Mm. Et bon, j'ai eu de la chance parce que mon équipe a été très bienveillante et m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Mais on en reparlera dans une dernière partie aussi sur la question du rythme, effectivement, de, du rythme de l'acceptation de la question du handicap et de l'impact au travail. Enfin, ça, c'est assez fort. Je crois qu'il y a Maud qui avait levé la main. Oui. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. moi, je suis pas encore référente handicap, je suis en réalité étudiante au diplôme universitaire référent handicap, donc je suis pas encore en fonction. Mais je connais OK. très bien la maladie chronique, puisque moi, j'ai une maladie chronique depuis 10 ans maintenant. Moi, quand j'entends aussi maladie chronique, ça me fait aussi penser que quand on dit chronique, souvent les personnes vont penser qu'il y a un jour où on va bien et un jour où on va pas bien et que ça forme une sorte de vague répétitive où ça vient et ça s'en va. Il faut aussi ne pas oublier que des fois chronique, ça veut dire que il va y avoir pendant une longue période un moment où en fait la douleur, elle est constamment là. Oui. Elle est, elle est juste en fait, on s'habitue à vivre avec. Et d'un coup, elle va remonter et elle va redescendre au stade où en fait, bah, elle est toujours présente, mais on peut vivre avec à nouveau. Et je pense Mhm. que c'est important de ne pas oublier que chronique ne veut pas dire qu'il y a des jours où tout disparaît et tout va bien, et d'autres jours où tout est présent, etc. C'est aussi un moment où, en fait, pendant une très longue période, ça va être Mhm. compliqué. Moi, je sais que quand on me dit que ma maladie, elle est chronique, moi j'ai le syndrome des lers dans l'os, Oui. je suis plus en mode non, pour moi, c'est une maladie constante. Mais il y a un Ouais. moment où le pic va monter très haut et puis il va redescendre. Quand on dit qu'il y a une échelle de douleur, souvent on dit qu'on la gradue, il y a une graduation jusqu'à 10. Bah, en fait, moi au quotidien, je suis à 5, 6, ce qui est invivable pour beaucoup, mais qui pour moi en Oui. fait est ma norme absolue. Et en fait, Mhm. c'est quand je suis à 9, 10 que moi j'ai une crise. Mais au quotidien, j'ai tout le temps mal. Il faut donc ne pas Ouais. oublier que chronique ne veut pas dire que ça disparaît un jour sur l'autre. C'est vraiment Tout à fait. je pense que l'image de l'océan, c'est l'eau est toujours présente, mais la vague est pas là constamment, quoi. Bon, Oui, voilà, c'est tout ce à que je voudrais fait. rajouter. Ben, merci beaucoup. Oui, je comptais l'aborder un peu plus loin, mais on s'en fiche hein, de l'ordre des slides. C'est plus important qu'on échange justement sur des choses très concrètes et du vécu. Merci beaucoup. Effectivement, la maladie chronique, c'est vrai que ce mot, moi aussi, il me plaisait pas trop. Alors, moi, à l'inverse, il y a des jours où je peux aller hyper bien, mais vraiment, et où le niveau de douleur est à zéro. Et puis là, ces derniers temps, j'ai un traitement qui fonctionne un peu. Donc, j'ai parfois 6-7 jours d'affilée où j'ai aucune douleur. Et puis, par contre, quand une crise survient, ben, d'un coup, c'est très violent. Mais
Après, pour ce qui est de la migraine chronique, la question est un peu différente. C'est qu'il existe ce qu'on appelle les migraines épisodiques. Donc, c'est quand on est en dessous de 8 migraines par mois. Et les migraines chroniques, c'est quand on est au-dessus, en fait. Et donc, quand on a des migraines, je ne sais pas moi, un jour sur deux, et moi, je suis montée jusqu'à 25 jours par mois, là, effectivement, la chronicisation était liée au niveau de douleur presque permanent. Voilà. Le temps de se remettre d'une crise, il y en a une autre qui démarrait, etc. Euh, mais par exemple, là, je suis dans la migraine dite épisodique parce que je suis plutôt autour des 8 crises par mois, 7 crises par mois, pourvu que ça dure, parce que ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé. Et là, la douleur n'est pas complètement présente, mais chaque pathologie, effectivement, et j'allais même dire, dans chaque pathologie, il y a des nuances selon où on en est dans sa vie, selon aussi où on en est de sa suradaptation. C'était intéressant ce que vous disiez sur le niveau de douleur. Parce que demander à quelqu'un, quantifie ta douleur de 0 à 10, euh, moi, si je dis 5 et vous, vous dites 5, ça va pas être pareil. Parce que moi, j'ai tendance à sous-estimer, en fait. C'est-à-dire que je ne mets jamais mes douleurs à 8 ou 10 parce que je souffre malgré tout beaucoup quand je suis en crise. Mais j'ai cette peur, cette impression que je pourrais souffrir encore plus. Donc, résultat, quand j'ai déjà mal, vraiment, bah, je dis que je suis à 3. Et 3, pourtant, bah, pour plein de gens, ça paraîtrait relativement supportable. Bah, moi, 3, ouais, c'est en fait une douleur qui est forte, mais bon, j'en ai connu le pire, donc je la mets qu'à 3, quoi. Donc, c'est compliqué aussi, ces échelles de douleur. Je pense qu'au-delà des chiffres, ça aide, mais aider les gens à verbaliser ce que vous venez de faire là ou ce que je viens de faire là, ça me semble vraiment intéressant pour comprendre le vécu quotidien de la personne. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres interventions? Sinon, on peut avancer un tout petit peu. Tac, tac, tac. Est-ce que Colin Kerr n'intervient qu'à Marseille, s'il vous plaît? Je réponds vite fait à ça. Absolument pas. Quand j'ai dit qu'ils étaient à Marseille, c'est parce qu'ils interviennent sur l'URRH en présentiel. Mais en fait, Colin Kerr, ils interviennent sur toute la France. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, c'est colin.care. Je vais reprendre un tout petit peu. On va avancer sur une autre partie. Et puis, alors, on viendra à vous. Ah, je ne sais plus quel est mon numéro d'écran, donc je ne me trompe pas. Écran 1. Est-ce que je pense que c'est bon? Donc, on est sur la partie être salarié au travail. Je voulais revenir sur cette question elle est hyper importante et vous avez à faire, mais pas que vous, heureusement. Voilà, mais vous en faites partie. Rappelez aux gens qu'en fait, si ils ont une maladie qui se déclare ou une maladie dont ils n'avaient pas pris conscience, mais qui est là, et puis qu'à un moment donné, ils viennent voir leur manager ou alors qu'ils en sont enfin allés voir un référent handicap, euh, malgré tout, euh, il y a très vite une remise en question de ses compétences dans ces cas-là. De se dire, bah oui, alors là, je suis malade chronique, donc de toute façon, je ne vaux plus rien, etc. En fait, euh, moi, j'ai besoin qu'on me revalorise sur le fait que je suis pas arrivée là par hasard. On m'a pas embauchée. En plus, moi, on m'a pas embauchée avec mes difficultés, même si elles étaient là et que je les cachais. On m'a embauchée pour mes compétences, mes connaissances, mon expertise, pour mes formations. Et en plus, j'ai continué à me former, à suivre des formations en interne. Et donc, en fait, un salarié, il est en difficulté. Elles peuvent être passagères ou récurrentes, ces difficultés. Néanmoins, s'il en est à tirer un petit signal d'alarme ou demander de l'aide pour des aménagements pour être mieux au travail, malgré tout, il est en train d'exercer son métier, vraisemblablement, et il a des compétences et elles ne sont pas annulées, ces compétences. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'enfoncer ce clou. Alors, ça me fait un peu mal à la tête quand je dis ça en tant que migraine, d'enfoncer le clou, mais euh, de rappeler ça, en fait, c'est pas... on ne perd pas d'office ses compétences parce qu'on est malade. Alors, ça peut arriver, ça peut être une des conséquences. Euh, moi,
par exemple, en tant qu'éducatrice, donc au chez Soi d'abord, là où je travaillais, mon dernier emploi, on faisait beaucoup de visites à domicile. On accompagnait des personnes qui étaient à la rue, vivant avec la schizophrénie, et on les accompagnait dans du logement direct, pas de l'hébergement, donc dans des studios. Et généralement, et en fait, en binôme, on intervenait auprès d'eux, voilà, régulièrement dans la semaine. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'adorais jusque-là. Sauf que, ben, comme j'ai une maladie qui est aléatoire, les crises, elles ne préviennent pas. Elles disent pas, j'aurai tous les jours une crise à telle heure, ou voilà. Parfois, elles pouvaient se déclencher un peu avant, ou pendant un entretien avec quelqu'un chez lui. Et c'est vrai que ça ne remettait pas en cause ni mes compétences, ni mon expertise. Par contre, ça avait un énorme impact sur ma manière d'être présente à l'autre. Alors, j'ai surcompensé beaucoup. J'ai appris alors peut-être que ça va parler à certains et pas à d'autres, hein. J'ai appris à différer le pic de la douleur. Ça paraît bizarre parce que quand je dis ça à des gens, ils disent, bah alors ça veut dire que tu pourrais mettre la douleur de côté tout le temps. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'après, quand elle va exploser, ça va être pire. Mais le cerveau a une capacité parfois d'adaptation à une situation. Alors, ça peut être malheureusement associé à une situation de survie en quelque sorte, hein, ou à, par exemple, une montée d'adrénaline qui fait que bah, pendant un temps, on a une douleur, mais qui reste basse. Donc, on continue de gérer son boulot comme on peut. Donc, moi, je pouvais avoir l'air de pas du tout souffrir devant une personne en entretien. Et par contre, dès qu'on passait le pas de la porte et qu'on descendait les escaliers, d'être à deux doigts de m'effondrer dans l'escalier. Parce que bah, je relâchais tout. Et là, c'était un peu l'explosion. Voilà. Mais donc, je reviens sur les compétences. Mes compétences, j'ai failli les mettre en question. En fait, aujourd'hui, j'en suis plus là, heureusement. Je sais que j'ai des compétences, par exemple, en tant que patient partenaire aujourd'hui, je sais que je peux mobiliser tout ce que j'ai appris, les expertises que j'ai acquises, les formations que j'ai suivies. Je peux les mobiliser en tant que patient partenaire, alors que je les ai acquises en tant qu'éducatrice spécialisée. Et mes migraines ne vont pas entamer ça, en fait. Je garde heureusement ce panier de compétences et je suis encore prête à me former. Voilà, donc je trouve que c'est important de rappeler ça aux gens. Ils ne sont pas dans cette entreprise par hasard. Ils ont été embauchés avec un socle solide. Il faut qu'ils s'appuient dessus. Euh, et ensuite, on discutera un petit peu après de comment faire ensuite pour agencer si on n'arrive plus à être à la hauteur de ce qu'on voudrait. Voilà. Bon, un petit focus sur le travail, mais bon, c'est pour le rappeler, mais vous en êtes évidemment parfaitement conscient. Le travail, il a plein de raisons d'être dans la vie de quelqu'un. On va pas se mentir, il y a le fait d'avoir des revenus. On pourra discuter d'ailleurs de l'impact sur les ressources financières d'une maladie chronique, parce que moi j'en fais les frais aussi actuellement. Il permet un statut social hein, dans la société. Quand on se rencontre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Généralement, c'est ça qu'on demande, hein. On ne demande pas c'est quoi ta passion. Voilà, donc c'est aussi, ça peut être aussi parfois compliqué. Enfin, moi, je sais que ces derniers temps, je naviguais entre est-ce que je devais dire que j'ai une pension d'invalidité catégorie 1 et puis que je suis au chômage, mais qu'en même temps, j'entreprends des choses et que je suis un diplôme universitaire. Enfin, voilà, on est dans une quête de qu'est-ce qui va parler aux autres, qui va faire qu'on va mettre sur un statut social normé. Voilà. Après, il y a cette question de bon, l'utilité. On a besoin de se sentir utile dans la société. Alors, ça ne peut pas, enfin, c'est mieux si ça se fait pas aux dépens de son propre bien-être. C'est là où moi je me suis effondrée à deux reprises dans ma vie, pas en burn-out, hein, mais je me suis effondrée à me rendre compte que au-delà de mes activités professionnelles, j'avais en plus plein d'activités bénévoles parce que j'avais un sentiment de besoin de me sentir utile et je l'ai fait aux dépens de mon bien-être personnel. Donc c'est un peu, voilà, je l'ai payé cher. Je ne dois pas être la seule. Je pense que c'est assez, malheureusement, assez courant. Mais c'est aussi pour rappeler que dans le parcours, on va sûrement discuter à un moment donné de tous ces aménagements, enfin dans la troisième partie, je crois.
On va discuter des aménagements du temps de travail et des arrêts aussi. Alors, des arrêts complets de travail ou des temps partiels divers et variés. Euh, c'est, il faut pouvoir faire exprimer à la personne euh, là où elle en est aussi de ce sentiment-là d'utilité et d'épanouissement au, au cœur de au cœur de la société. Voilà, dans le sens où on peut croire parfois de dire ah pardon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a. Je vais couper les micros de ceux qui parlent. Euh, en fait, on peut croire à raison et à tort que le fait de cesser une activité complètement permet de se faire du bien. Je vous donnerai des exemples, mais le premier qui me vient en tout cas, c'est que hier, là où j'intervenais auprès de la médecine du travail, une neuropsychologue expliquait que elle s'était trouvée face à une personne qui était en train de suivre les traitements pour son cancer du sein, pour traiter son cancer du sein. Et elle souhaitait travailler, même à minima, parce que sinon, elle avait un sentiment d'isolement hyper violent et que malgré les effets délétères de ces traitements, elle voulait conserver un pied dans son entreprise et un pied auprès de ses collègues. Et qu'il y a eu beaucoup de choses mises en œuvre avec la médecine du travail et les référents handicap pour lui permettre comment dire, de poursuivre en fait son activité telle qu'elle le souhaitait et telle que ça lui était bénéfique. Et puis la question du rétablissement, alors ça peut être aussi en sortie de pic d'une maladie ou lorsqu'on est alors en rémission. On en reparlera de la rémission parce qu'en rémission, on n'est pas toujours aussi en forme que ce que d'aucuns voudraient croire. Mais bon, si on est sur une maladie qui est guérie, bien sûr, le rétablissement, il passe par l'emploi, comme par d'autres zones, mais là on est sur l'emploi, il passe par l'emploi. euh, et ça rejoint les questions d'utilité, d'épanouissement, etc. Je vais avancer un peu pour qu'on puisse discuter de ça. Je voulais juste aborder vite fait cette question alors je l'appelle comme ça, c'est un peu fort, hein, le mythe du bureau. C'est, j'entends beaucoup parler d'aménagement et souvent ces aménagements concernent des gens qui travaillent dans des bureaux. Et donc, je me dis, mince, c'est vite compliqué parce qu'en fait, tout le monde ne travaille pas dans un bureau. Alors, j'ai mis plein d'exemples. Je me dis que vous êtes forcément concernés, tout ou partie d'entre vous. Il y a des gens qui sont des chauffeurs, au sens qu'ils conduisent des poids lourds, des cars scolaires, des taxis, etc. Il y a des gens qui travaillent dans des commerces, dans des lieux collectifs, enseignants, des formateurs, etc. Des gens qui travaillent en extérieur, en atelier, en open space. Ça fait déjà une diversité assez exceptionnelle. Moi, je me souviens que quand je travaillais dans la communication événementielle, en fait, on était parfois au bureau, mais déjà, je partageais mon bureau à trois. Et puis, au-delà de ça, on était très en mouvement. Il faut aller chez un client, il y a un déjeuner avec un autre client, il y a des déplacements sur les événements, etc. Bah, moi, je me souviens que je m'effondrais dans des chambres d'hôtel, dans des états lamentables. Mais bon, j'avais l'impression que c'était normal de vivre ça. Mais voilà, là, d'un coup, on va pouvoir discuter ensemble aussi des aménagements, jusqu'où ils sont possibles. Jusqu'où ils sont possibles et jusqu'où la personne veut garder, ce, le métier tel qu'elle l'a exercé quand elle n'était pas impactée par une maladie chronique. J'arrête là. Si vous le voulez, on peut réouvrir les micros. Donc, je vais autoriser les micros pour tout le monde cette fois. Hop. Est-ce que vous avez des exemples d'aménagements un peu euh, atypiques et singuliers que vous avez eu à trouver pour aider un malade qui aurait eu un contexte de travail spécifique, un environnement de travail un peu spécifique qui ne soit pas un bureau? Alors, moi, je peux initier, hein. Je vais commencer en vous disant que, par exemple, dans mon dernier emploi, c'est le seul hein, où j'ai eu de la chance d'avoir des aménagements pour le coup qui n'ont jamais été conventionnés, hein. Et c'est là où aussi on pourra parler de la limite de ça. J'avais un coordinateur extrêmement bienveillant, mais comme rien n'était tracé,
Je me dis que si le coordinateur de mon équipe avait changé, bah, si ça se trouve, tout aurait volé en éclats des aménagements que j'avais entre guillemets obtenus. Mais nous, tous les matins, on démarrait avec une réunion d'1 heure au bureau, puis on partait en binôme dans la rue, sur le terrain, chez les gens. Voilà. Et donc, en fait, cette fameuse réunion, il fallait y participer tous les matins. Mais moi, quand j'avais très souvent des migraines qui se déclenchaient le matin, pas toujours, mais parfois, et ils m'ont proposé un aménagement. C'est que comme, alors l'époque du Covid avait aidé à ça, on avait un groupe WhatsApp très actif, eh bien, avait été accordé à moi, puis finalement à d'autres personnes. Moi, je me réveillais avec une crise qui démarrait, la gérer chez moi est toujours plus aisée et confortable que la gérer ailleurs. Parce que je peux effectivement rester dans le noir, je peux enfiler un bonnet. Alors, je vais vous montrer à l'écran, hein. Je ne sais pas si est-ce que vous voyez ce que je vous montre là? Voilà, est-ce que ça parle à certains? Je ne sais pas. Ça, c'est un bonnet qu'on met au congélateur ou au frigo et je dois l'enfiler sur ma tête. Ça guérit pas de ma crise, hein, du tout. Ça me soulage un peu. Porter ça au travail, c'est quand même pas très, c'est pas très glamour d'une part, mais surtout, tout le monde vous regarde, que vous vouliez ou non. Donc, on est quand même mieux chez soi pour gérer des symptômes divers et variés. Et donc, moi, je suivais les réunions via WhatsApp. Je les écoutais. J'intervenais pas, mais je les écoutais. Et quand je sentais que mon traitement de crise commençait à agir et il y allait y avoir du mieux ou qu'il y avait déjà du mieux, je me mettais en route et je rejoignais le binôme qu'on m'avait affecté là où on devait démarrer notre tournée, comme on les appelait. Voilà. J'ai trouvé ça hyper, hyper chouette qu'on accepte ça pour moi pendant les 2 ans où je travaillais encore là-bas. Voilà un petit exemple. Gladys, Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous bonjour. m'entendez. Oui. Moi, je suis référente handicap dans une entreprise à but d'emploi et par rapport aux aménagements spécifiques, hors bureau, parce qu'on en a fait aussi, on Mhm. a fait des aménagements pour une employée qui travaille en atelier de couture et du fait de son handicap, elle pouvait bénéficier d'aménagements spécifiques et on lui a créé une grande table de découpe avec 2 piétements réglables en hauteur. Donc, selon ses douleurs dans le dos ou autre, elle peut plus ou moins régler la hauteur de sa table de travail. Donc, on a eu celui-ci. Et on a une épicerie sociale et solidaire aussi. Pour une de nos salariés, on a aménagé une caisse spécifique avec un écran en hauteur et un clavier spécifique aussi. Donc, hormis le travail en bureau, on a fait des aménagements pour des postes différents. Génial. Et Merci beaucoup. il y a aussi ici, il y a encore un aménagement qu'on a fait, c'est au niveau de la blanchisserie. On a des personnes qui s'occupent du repassage. Donc, ça a été fait pour une personne qui avait des difficultés, mais c'est aussi bénéfique à tous les autres salariés. On a fait des tables de repassage avec des lits médicalisés. Donc, de ce fait-là, la table de repassage est réglable en hauteur. Donc, pareil, elles peuvent travailler assis ou debout. Donc, voilà, on se Excellent. débrouille, on bricole. Non, mais c'est ça. Ça fait appel à beaucoup de créativité et je pense que c'est exceptionnel. Moi, je m'en réjouis d'avance pour les personnes qui en bénéficient, quoi. Je trouve ça génial. Et surtout, ce que vous dites là-dedans, c'est que parfois, on va tenter quelque chose pour une personne et puis finalement, on va pouvoir la transposer à d'autres. C'est fabuleux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il y a De Mathilde rien. et Jade, je crois. J'espère ne pas rater d'autres mains levées. Alors, Mathilde Déhomme, Oui, 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 bonjour. Ça me parle beaucoup bonjour. parce N'hésitez pas à que, ouvrir vos caméras si vous en avez envie, hein. oui, tout à Enfin, fait, voilà. je vais le faire. Ça me, C'est une ça bonne idée. m'isolera moins, mais c'est comme vous avez envie tous. Voilà. Bien. Super. Bonjour. Non, je suis à la campagne, donc le réseau pas toujours très bon. Donc c'est plus facile pour écouter, mais pour intervenir, c'est vrai, c'est mieux. Oui, je suis dans cette situation d'être référent handicap, mais aussi moi-même avec une maladie chronique. Et puis, justement, actuellement, on est en train de mettre en place des aménagements. Il faut que je diminue mon temps de travail parce que ça va plus. Donc, je repasse une phase dans ma maladie. Et en fait, j'ai un poste où j'ai pas mal de déplacements. Donc, ça demande d'être imaginatif justement sur comment faire ces déplacements régionaux hein, avec 2-3 heures de route, pour justement ça m'a fait écho à ce que vous aviez raconté sur les compétences. En fait,
je suis plutôt bon justement sur l'animation de projet et la connexion avec les partenaires. Et donc de me garder sur les coups droits au niveau du boulot et en équipe, travailler cette réduction du temps de travail de manière à ce qu'on puisse me garder sur l'endroit où je suis précieux pour l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est de le construire avec les autres, en fait, aussi, avec l'équipe avec laquelle je suis en interaction, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est d'un coup une charge qui leur tombe sur la tête, ni moi être tout le temps en frustration de ce qui se passe pour l'équipe, quoi. C'est hyper, merci beaucoup Mathilde. Je trouve ça hyper intéressant, la question de l'équipe. Alors, on en reparlera aussi encore après, mais peu importe. Effectivement, il y a cette question de construire avec le reste de l'équipe. Alors moi, par exemple, je me sentais extrêmement coupable d'impacter l'équipe, etc. Et je pense que chaque personne concernée passe par une phase comme celle-ci. Et en fait, ça doit se faire aussi une fois l'aménagement installé, instauré et accepté. Il faut pouvoir faire des points, je pense, réguliers. Par exemple, moi, je me questionnais progressivement pendant que je suis en train de gérer ma crise le matin, mais que je vais rejoindre un binôme un peu plus tard, il y avait l'attribution des binômes. Et comme j'étais pas au bureau, je pouvais pas dire, ben, moi, je veux aller sur telle tournée ou telle tournée. Donc, on me mettait quelque part. Et je me souviens que je commençais à... Alors, évidemment, je suis pas paranoïaque, mais je me demandais juste au bureau, est-ce qu'il y en a en ce moment qui sont en train de se dire, ah non, mais moi, je me mets pas avec Myrène, parce que là, si elle sort de sa migraine, elle va peut-être pas être au taquet, ou voilà. Ou d'autres qui se disaient simplement, bah, moi, je me mets avec Myrène, peu importe, elle a dit qu'elle était en état de venir, elle vient, enfin voilà. Et je pense que ça vaut le coup de mettre des mots là-dessus avec l'équipe, pour pas qu'il y ait de stigmatisation particulière et de fausses impressions. On a vite fait hein, de turbiner, je pense, dans notre tête, de s'inquiéter de ce que pensent les autres, vraiment. Bah, autant en parler, clairement. Et ça, c'est chouette si le management permet ça. Voilà. Jade, Oui, si vous bonjour. voulez toujours intervenir, bonjour. Ah, oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, super. Alors moi, je suis pas du tout référente handicap, je suis alternante RH au sein de ma structure, mais le Mhm. handicap, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'aimerais bien, enfin, on m'a mis un peu sur mettre en place une politique handicap. Et nous, on a beaucoup de salariés qui sont en situation de mi-temps thérapeutique et notamment, on a un salarié qui a une maladie dégénérative et on avait mis en place pour lui, du coup, un système de synthèse vocale. Comme ça devenait compliqué pour lui de taper sur un clavier, voilà, donc on avait mis en place ça et effectivement un aménagement des horaires, enfin, il pouvait faire que 12 heures par semaine, pas plus, parce que c'était trop fatigant pour lui. Donc, on Mhm. a continué à garder tout ce qui était, on lui a demandé en fait les missions les plus intéressantes pour lui, qu'il voulait garder parce qu'effectivement, enfin, fallait enlever de la charge de travail, on était obligé. Mais pour pas qu'il se sente lésé et qu'on lui donne que des tâches euh, un peu sommaires, pour qu'il se sente utile et qu'il trouve du sens dans son travail, mine de rien, on a fait en sorte de faire ça. Et puis, on a un autre salarié qui est aussi en Covid long. Et pareil, c'est trop compliqué pour lui de faire un temps plein. Et du coup, on avait mis en place des aménagements d'horaire aussi. Je crois que c'était 3 heures par jour ou 4 heures par jour. Voilà, donc on essaye de faire au mieux et on essaye d'être souvent au téléphone avec lui. Il est tout le temps là aux réunions d'équipe quand il peut, etc. Voilà, pour vraiment essayer de garder ce lien en fait, parce que pour lui, c'est pas facile de tout le temps. Parce qu'en plus d'être en, en mi-temps thérapeutique, il est en télétravail chez lui. Parce que des fois, Ouais. c'est trop compliqué de venir au travail, donc il a vraiment le contact avec les collègues et tout ça, c'est compliqué. Donc on essaye de Ouais, faire d'accompagner un maximum. c'est top. Effectivement, c'est hyper important de garder le lien avec son équipe ou son entreprise. Enfin, télétravail ou pas télétravail, on a l'impression de perdre un peu la main. Moi, j'ai fait un temps partiel thérapeutique et j'étais à mi-temps. Et Mhm. puis, moi qui étais quelqu'un de presque surinvesti avant dans l'équipe, comme j'étais là toute la semaine, j'avais toutes les infos tout le temps. En étant à mi-temps, d'un coup, j'ai eu l'impression d'être
un peu amoindrie parce que j'avais pas retenu toutes les infos comme les autres et c'est vrai que je m'en fous, enfin, j'en souffrais un peu, voilà. Et donc le lien avec l'équipe, il est super important. Élodie, merci beaucoup, Jade. Élodie, Merci. Oui, bonjour. bonjour. Donc, je rentre handicap également dans une grande entreprise. Et c'est vrai que je voulais rebondir voilà, sur ce qui a été dit parce qu'il y a en effet, nous, au sein de l'entreprise, beaucoup d'aménagements techniques qui sont mis en place. Donc, ce qui a été cité, notamment les bureaux, des souris, divers matériels qui facilitent en fait le quotidien. Mais je pense qu'en effet, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la souplesse de l'organisation de travail. Donc, c'est vrai qu'on parle du télétravail qui a facilité quand même certains aménagements. Et pour autant, je trouve que c'est pas encore suffisant parce qu'on pense en effet avoir une personne qui a des phases où elle est très bien, très active, très dynamique, et puis peut-être que 2 jours après ou la semaine d'après, elle aura besoin de se reposer plus. Voilà, donc je pense qu'il y a encore à réfléchir, avancer pour que les entreprises puissent faciliter ça, en fait, d'avoir une souplesse en réactivité. Je sais que nous, on travaille là de plus en plus, on a recours à la RLH, la reconnaissance lourdeur du handicap, qui est une aide à l'entreprise qui est décidée par la GFIP. Et ça aide aussi l'entreprise à aller plus loin dans les aménagements, c'est-à-dire qu'on peut alléger en effet la charge de travail pour certains collaborateurs et que ce soit compensé, que ça ne se répercute pas en effet sur le reste de l'équipe, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette Ouais, possibilité-là, en tout effectivement. cas pour les personnes confrontées à la maladie. Oui, il y a un peu un merci beaucoup. C'est très juste, évidemment. Je pense qu'il y a la question le rêve un peu de plein de personnes qui sont en difficulté comme ça au travail, c'est sur des crises et des phases aléatoires. C'est cette question d'un éventuel lissage des horaires, en fait. Moi, je choisissais pas d'avoir 3 crises une semaine et une seule la semaine d'après. Et malgré tout, entre 2 crises, j'étais vraiment au sommet de ma forme. Alors oui, quand on est en mi-temps thérapeutique, heureusement que parfois on est au sommet de sa forme aussi sur des jours où on ne travaille pas, parce que ce serait pas drôle non plus d'avoir des migraines que quand on ne travaille pas, ou d'être en souffrance, quelle que soit sa pathologie, quand on ne travaille pas. Mais malgré tout, il y a des moments où j'aurais aimé d'un coup dire, ben non, là j'aimerais venir bosser en fait. Enfin, là ça va bien et je peux être hyper utile. Mes compétences, elles sont mobilisables à 100% aujourd'hui. Enfin, allons-y. Et ça, on a le sentiment que c'est pas encore dans les mœurs en entreprise. Bonjour Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis référent handicap et RSE, et c'est mon épouse qui est en maladie chronique. Effectivement, tout ce que j'ai entendu, les aménagements qui peuvent être source d'enrichissement, c'est vers là où il faut tendre. Moi, je voudrais plutôt aborder le côté obscur du débat. C'est-à-dire que même quand vous avez des aménagements, vous avez la chance d'avoir un médecin qui vous connaît bien, un médecin du travail qui vous suit, et que vous avez un employeur qui n'entend pas les préconisations, alors elles peuvent être simples. Et ce n'est pas un métier de bureau, c'est un métier où on va dans les entreprises, on va à la rencontre du public. Et comme disait Myrène, il serait facile de dire je me mets en invalidité, mais quand on aime son travail et qu'on aime le contact des gens, il ne faut pas se décourager. Mon épouse est notée 17 sur 20. Et malgré ça, on lui refuse l'avancement, on lui reproche sa maladie dans les entretiens, à tel point qu'on a été obligé de faire un droit d'alerte, 2 droits d'alerte auprès de l'inspection du travail qui ne voulait pas bouger. Donc on a fait parce qu'il y avait connivence, on va dire, et donc on a fait intervenir plus haut. Donc surtout, il ne faut jamais se décourager, il y a toujours des moyens, il y a de la place pour tout le monde, et il ne faut surtout pas se dévaloriser. C'est ce que je répète tous les jours à mon épouse, parce que comme ce que j'ai entendu, il y a des hauts, il y a des bas. La maladie chronique, c'est ça. On est bien un jour, on est moins bien un autre jour. On a besoin de phases où on se repose plus et on travaille différemment. Voilà, ça n'enlève rien aux compétences des gens, mais malheureusement, on est quand même dans une société où il y a des très bonnes entreprises. Voilà. Et l'entreprise de mon épouse, c'est pas du privé, c'est du semi-public, donc c'est sûrement pire que le privé dans ces organismes-là. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Il y a toujours moyen de faire avancer les choses, même si ça demande de l'énergie. Et
Quand on est accompagné, c'est peut-être plus facile, je le conçois. Mais surtout, garder espoir et puis voilà, de se battre pour faire reconnaître et que ça fasse avancer la société. Merci beaucoup. C'est effectivement la façon, comme vous dites. Et c'est dur d'en arriver là, surtout quand on aime son métier et qu'on ne pensait pas qu'un jour on serait empêché de l'exercer là où on est. J'aborderai dans la partie suivante, je crois, malgré tout, la question d'un espèce de seuil, d'une espèce, pardon, de seuil ou de plafond de verre aussi, qui peut être celui de l'entreprise et qui peut être celui du salarié. À quel moment, malgré tout, les aménagements ne sont plus possibles? Attention, c'est pas à quel moment l'entreprise ne veut pas aménager, hein. Quand elle peut le faire, qu'elle le fasse. On est bien d'accord, Anthony. Mais voilà. Mais par contre, à quel moment il y a des limites et est-ce que vraiment il peut y avoir des limites? Ça, on va en parler aussi après. Merci beaucoup. Sophia, bonjour. Sophia, ouais. Oui, vous m'entendez? Ah, Oui. excusez-moi. Alors moi, je voulais intervenir pareil pour témoigner parce que nous avons une salariée qui est neuroatypique et qu'il a été très très difficile de suivre, et qu'il est difficile de suivre. En fait, de par mon poste, je suis assistante RH, mais je suis également à l'environnement du travail, donc tout ce qui est aménagement de poste, etc., au niveau même sans être en situation de handicap, hein. Et en fait, c'est une maladie qui est très difficile à comprendre. Bon, tout ce qui est psychologique, psychique, de toute manière, c'est très difficile à comprendre. D'abord par le malade lui-même, mais aussi par les personnes, les collègues avec qui il travaille tous les jours. Donc, ça a créé des situations très compliquées avant même que j'arrive dans l'entreprise. Je n'y suis que depuis 2 ans. J'ai dû ramasser les pots cassés parce que le reste de l'équipe soit s'est mis en arrêt de travail, soit à poser, à monter un dossier d'alerte. Le responsable lui-même est allé voir la médecine du travail parce que ce n'est plus, il n'y arrive plus, enfin, il n'arrive pas à travailler. Et moi, je suis au milieu et j'avais espoir avec le dispositif emploi accompagné que j'ai mis en place. C'est un dispositif qui permet de faire le lien, d'être un peu le médiateur entre, d'un côté, la personne en situation de handicap et de l'autre côté, l'employeur, les collègues, etc., de façon que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. J'ai mis pour elle en place elle a un bureau. Elle a un bureau juste pour elle dans lequel elle peut s'isoler quand ça ne va pas. Les gens ne comprennent pas, par exemple, quand elle ne dit pas bonjour ou quand elle ne dit pas merci. C'est très, 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 très difficile à gérer et ça a mis à mal tout un service. Ça dure depuis plus de 2 ans. Et là, j'avoue que ce soit la médecine du travail, le dispositif Appelons accompagné ou Cap Emploi, on est tous, on aimerait trouver une solution. Et malgré les aménagements de poste, malgré les conversations, les échanges qu'il y a eu avec l'équipe, on ne trouve pas de solution. Et du coup, je me demande si parfois on n'arrive pas à un point où il n'y a plus rien à faire, en fait. Alors, effectivement, c'est une des questions que je voudrais poser ensuite, mais merci pour ce témoignage et de cette transition, parce que justement, je voulais évoquer la question la question de l'homéostasie, si ça vous dit. Alors, je ne l'ai pas du tout appelé comme ça, évidemment, dans mon PowerPoint. Je vais essayer de vous remettre quelques slides parce que en fait, une personne qui est en difficulté au travail, eh bien, elle n'est pas toute seule. Ça a un impact sur les autres ont un impact sur elle. Et en effet, je pense qu'il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Alors, je pense que je vais avancer plus vite par là, hein, parce que donc, je fais une parenthèse sur les petites slides ici, parce que j'ai vu que leur tournait en plus. Je me rends même pas compte tellement, voilà, moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous, mais voilà, là vous voyez que plein de choses comme ça ont un impact. D'ailleurs, ça revient à ce que vous venez de dire, Sophia, le petit bonhomme avec le café en bas à gauche de l'écran. Il part, il n'est pas bien, il a sa grande tasse de café et il dit à peine bonjour. Ça arrive sur plein de pathologies quand on n'est pas bien, quand on a passé une mauvaise nuit, quand on a une grosse charge mentale, que rien que le déplacement nous a épuisés. Voilà, ça va arriver à plein de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est avancer un petit peu plus loin parce que tout ça, je pense que vous l'avez déjà mesuré.
Les variations d'énergie, de douleur, d'état mental et de concentration sont des choses à gérer à la maison comme au travail et c'est bien compliqué. La théorie des cuillères, si vous voulez, on y reviendra après. En fait, je voulais en revenir à ça, Sophia. Pour moi, je dirais qu'il y a deux piliers super importants qui peuvent, il n'y a pas de baguette magique, hein, nulle part, on est bien d'accord, cruciaux. Il y a la question des aménagements individuels qui peuvent être exprimés par le salarié, mais qui en fait, à la base, dès qu'il y a un aménagement qui est pensé dans une entreprise, il doit être pensé comme s'il pouvait l'être pour plusieurs personnes. Et donc ensuite, il doit être exprimé auprès de l'ensemble des salariés collectivement comme un existant, quelque chose de fondamental. Dans ma tête, je me disais, c'est un peu comme une entreprise qui recruterait et dirait, ben, tu vois, ici, on a une salle avec un baby-foot, on a une salle de sport, on a des tickets restaurants. Bah, très bien, ce sont des avantages. Mais malgré tout, pouvoir signifier que pour tout le monde, il y a possibilité de faire intervenir un ergothérapeute, une salle de repos à chaque étage, ou, voilà, le télétravail est possible, ou même, ça je l'ai entendu à la CPAM de l'Hérault, hein, pour les salariés de la CPAM de l'Hérault, la libération d'une journée complète qui est payée normalement, une journée de travail, mais qui est une journée dédiée aux démarches RQTH et même en cas de renouvellement. Ben, toutes ces choses-là, elles ne doivent pas être pensées au compte-gouttes, en fait. Elles doivent être pensées collectivement et pouvoir voilà, se diffuser. Je pense vraiment que les entreprises, elles doivent pas juste faire des déclarations, mais incarner les choses. Donc, chaque proposition qui est faite, que ce soit comment dire, le lit médicalisé pour les tables à repasser, dont on parlait tout à l'heure, ben, voilà, de dire que ça existe dans cette entreprise, point. C'est pas parce qu'on l'a fait que pour une personne qu'on peut pas le refaire. Et en fait, chaque personne nouvelle qui arriverait pourrait dire, ben, ah, c'est génial, vous mettez ça en place. Ah bah, clairement, c'est chez vous que j'ai envie de venir travailler parce que j'ai l'impression que je vais y trouver mon compte. Euh, et le deuxième pilier sur ces aménagements individuels, mais qui sont diffusés collectivement, c'est l'information collective, mais dans le sens euh, sensibiliser à des pathologies. Et quand on se retrouve avec, par exemple, parce que la personne dont vous parliez, Sophia, euh, c'est pas elle le problème, c'est pas ni sa maladie. En fait, c'est la manière dont c'est reçu et connu aussi autour. C'est pour ça que je parlais de l'homéostasie et de l'effet collectif. Vous allez tous me dire hein, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis là, mais moi, mon sentiment, c'est vraiment, euh, je vais vous dire, moi, la migraine, je ne savais pas en parler, alors que, comme je vous l'ai dit, je vis avec depuis des décennies. Je ne savais pas en parler. J'étais incapable de décrire ce que je vivais. Et il a fallu, et c'est vrai que être auprès d'une association de patients permet de se sensibiliser soi-même et d'exprimer avec des mots qui parlent à des gens qui ne souffrent pas de la même pathologie, des mots clairs. Ben, je pense que si déjà, vous savez, c'est ce côté vie ma vie en fait. Euh, du jour où j'ai commencé à montrer, j'ai une application pour gérer, euh, pour noter toutes mes crises de migraine. Je l'utilise depuis maintenant 4 ans et demi. C'est un agenda de la migraine et c'est une application sur mon téléphone. Mais en fait, régulièrement, je montrais, alors on n'est pas obligé, hein, bien sûr, mais moi, je montrais à mes collègues là où j'en étais du niveau de mes crises. Ben, d'un coup, ça leur parlait. Parce qu'ils disaient, mon Dieu, mais t'en as eu 17 ce mois-ci. Oh là là, mais moi j'ai eu l'impression que tu en as eu trois ou quatre. Je dis, bah, d'une, il y en a qui ont eu lieu chez moi, et deux, il y en a plein encore que je masque en fait, et sur lesquels j'arrive à voilà, m'adapter ou me suradapter pour que vous n'ayez pas l'impression que. Mais en fait, on donne de fausses impressions aux gens. Pour l'effet de, par exemple, ne pas dire bonjour. Euh, la migraine, il y a une modification de l'humeur quand on est en crise et avant la crise. On devient irritable. Je ne le savais pas avant il y a 4 ans. Et j'étais tout le temps irritable, pet sec, raide, je pense 2 heures avant la crise. Il a fallu que j'apprenne que c'était un signe avant-coureur de la migraine pour que je puisse ensuite moi-même le signifier. Je ne vous parle même pas à la maison, hein, à mes proches, ma famille, mon compagnon, mais également à mes collègues pour que les gens mesurent que, ah, bah, si Myrène, là, aujourd'hui, elle a ses lunettes avec ses verres teintés et qu'elle dit bonjour en marmonnant, voire elle dit pas bonjour, c'est qu'elle est en crise, mais bon, elle est venue, donc on la laisse dans sa bulle et elle en ressortira quand ça ira mieux. Et je pense que
Il y a une question d'acceptation il faut pouvoir mettre des mots, hein, sur les choses, vraiment. Il faut pouvoir les signifier. Moi, je m'en suis mordu les doigts en me disant, mais mon Dieu, ma vie dans mes autres emplois, avec mes autres employeurs et mes autres métiers, aurait été certainement très différente si j'avais su dire les choses. Et je trouve ça dingue d'avoir appris à 45 ans comment parler de ma maladie, comment elle fonctionnait, etc. Et ça, ensuite, le diffuser dans l'entreprise, c'est essentiel. Moi, j'ai amené des flyers de l'association de patients où je suis bénévole. Je les ai déposés à plein d'endroits et je me suis dit, lira qui a envie de lire. Et ceux qui veulent m'en parler, ils viennent m'en parler. Après, moi, après, je suis devenue hyper, voilà, c'était devenu mon combat de sensibiliser à la migraine. Et toutes les personnes qui souffrent, y compris là, vous, dans les référents handicap qui vivaient avec une pathologie chronique, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. On n'a pas tout le temps envie de parler de sa maladie. Néanmoins, on ne va pas se mentir, si on ne l'explique pas, qu'on le veuille ou non, même si les gens sont empathiques et bienveillants, il y a toujours un phénomène d'usure à un moment donné où les gens se disent oh, quand même, elle nous gonfle avec ses migraines, ou elle nous gonfle avec son état là. Il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse signifier les choses pour que les gens acceptent. Et là, sur cette slide, je trouve un chiffre extrêmement important de l'INSEE 2021. Une personne sur deux sera concernée par une maladie chronique dans sa vie. C'est une statistique que je trouve extrêmement parlante. En plus concernés directement. On ne parle même pas des aidants comme Anthony, par exemple. Donc, en fait, c'est aussi c'est quelque chose de compliqué à faire, hein, mais et puis il faut pas le faire qu'une fois, il faut le faire plein de fois pendant une année et remettre ça l'année d'après parce qu'il y a des nouveaux arrivants ou des gens qui étaient en vacances, etc. C'est d'enfoncer ce clou de 80% des handicaps sont invisibles. Une personne sur deux sera concernée par une maladie chronique dans sa vie. Ça veut dire que quand vous êtes assis dans une salle où vous êtes 16 pour une réunion, il y en a 8 qui seront concernés par une maladie chronique. Et on ne sait même pas lesquelles. Ce qui fait que pour les gens, c'est pas de se dire ça arrive qu'aux autres, en fait. Je vais peut-être faire partie du 1 sur 2, moi. Ou j'en ai déjà fait partie par le passé, mais j'ai un petit peu oublié. Voilà. Euh, voilà, je pense on va en discuter ensemble. Ça, bon, je passe assez vite parce que l'importance de l'écoute, etc. Vous êtes assez, assez investi dans vos emplois, je pense, pour que voilà. Et juste ça, c'est un petit outil. Moi, j'avais mis ça un peu en place sur mes derniers mois de travail comme éducatrice. J'avais créé mon plan de crise. Et Sophia, par exemple, peut-être que cette personne neuroatypique pourrait le faire si quelqu'un l'y aide aussi et si elle en a envie. Alors, il faut avoir envie de s'exprimer, hein, déjà. Et ensuite, il faut avoir envie de signifier plein de choses. Moi, j'ai écrit ce que je voulais et ce que je ne voulais pas en cas de crise. Ça va vous paraître bête, mais peut-être que dans d'autres pathologies, c'est aussi le cas. Moi, il y avait des signaux extérieurs. Alors, je ne suis pas à l'écran, je vais m'y mettre, mais je vais vous montrer quand même. C'était simple. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez à nouveau. J'espère que oui. Voilà, c'est simple. J'avais fait faire des lunettes. Bah, c'est simple, elles ne sont plus là. Dommage, je ne peux même pas vous les montrer. Peu importe. J'ai fait faire des lunettes avec des verres teintés de rouge. C'est une teinte particulière qui peut filtrer la lumière de l'extérieur et aussi la lumière des néons. Mais sans non plus occulter, parce que le but, c'est pas de se désensibiliser aux stimuli visuels. Mes collègues, je leur avais dit, quand vous me voyez dans la journée ou le matin quand j'arrive avec ces lunettes-là, il y avait du orange sur le haut de mes lunettes, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de vous intéresser à moi. Ça sous-entend, c'est un signe. C'est comme si je portais un panneau qui dit, j'ai une crise là, mais je suis en train de la gérer. Laissez-moi le temps et je viens vers vous quand je suis en état. Par contre, tous ceux qui... c'est marrant parce que l'excès de bienveillance parfois peut être aussi difficile à accepter. Tous ceux qui venaient me mettre la main sur l'épaule, me demander si j'avais besoin de quelque chose, ça va, ma pauvre, t'as pas l'air bien, etc. J'avais des accès, des envies, pas des accès parce que je suis jamais passée à l'acte, des envies de violence, de leur dire stop. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse dans ma bulle. On me laisse dans ma bulle le temps que je gère les choses. Et en fait, c'est hyper dur de dire ça à une personne qui passe et qui vous touche et qui est bienveillante, qui a franchement une intention adorable, de venir dire je suis là si tu as besoin en mettant la main sur l'épaule. Et
Enfin, moi, je trouve que c'est. Enfin, d'y penser, ça m'émouvait et en même temps, j'étais hyper tiraillée. Résultat, j'ai travaillé à un plan de crise et j'ai écrit. Je leur ai écrit presque comme une lettre en leur disant quand je vais mal, je ne veux pas qu'on vienne me parler, je ne veux pas qu'on vienne me toucher. Si j'ai besoin de quelque chose, je le signifierai à une personne en particulier si elle a envie d'être ma référente MC, maladie chronique. Laissez-moi, si je suis venue jusqu'au travail, c'est que je vais gérer. Ou si j'ai besoin de partir, je le dirai au coordinateur et je partirai. Mais par contre, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est ça, ce dont j'ai pas besoin, c'est ça. Et on en revient à l'importance de signifier. Malgré tout, euh, moi, vous, on ne connaît pas toutes les pathologies des autres. Moi, la neuroatypie, je ne sais pas comment ça se manifeste chez ce monsieur, mais en plus, ça se manifeste sûrement encore un peu de manière singulière chez quelqu'un d'autre qui aura la même pathologie. Moi, mes migraines, il y a des choses que je supporte. Par exemple, il faut que je me mette du froid. Il y a des gens, ils supportent pas le froid sur eux quand ils ont une migraine. Donc, en fait, il faut accepter la singularité de chacun, l'accueillir, la... aider les gens à s'exprimer vraiment. C'est la clé. Il n'y a pas meilleur connaisseur d'un vécu que la personne qui est en train de vivre sa maladie chronique. Et c'est pas parce que moi, la migraine, le nombre de fois où j'ai commencé par dire à quelqu'un, bah tiens, ouais, bah moi je souffre de migraine. Ah bah oui, ma tante, elle avait des migraines et alors elle, ce qui marchait bien, c'était de faire ça, ça, ça. Mais moi, je m'en fiche. On n'est pas en train de parler de la tante de quelqu'un d'autre qui a des migraines. Je suis en train de dire que j'ai des migraines. Si ça t'intéresse, demande-moi. Tu peux me dire que tu connais quelqu'un qui en a souffert, mais demande-moi ce qui me convient à moi, parce que c'est ensemble qu'on travaille. C'est pas avec ta tante qui a des migraines aussi, si je peux me permettre. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Là-dessus et sur, en fait, autre chose encore, si je peux me permettre, c'est la question de à quel moment on ne peut plus aménager quelque chose. Mais je vais la dire autrement. Moi, quand j'ai senti qu'on allait commencer à me suggérer que j'étais plus en état d'exercer comme éducatrice dans la rue, euh, je l'aurais hyper mal pris. J'y ai pensé, j'ai senti que ça traversait l'esprit de certaines personnes, mais c'était trop violent pour moi à entendre. Je trouve ça très dur qu'on signifie à quelqu'un, tu n'as plus ta place ici, va-t'en. Je pense que la clé d'une reconversion réussie ou d'une réorientation ou d'une réaffectation de poste, c'est de partir de la considération que la personne a de la manière dont elle exerce son emploi actuellement. Est-ce qu'elle trouve, il faut régulièrement faire des points pour dire est-ce qu'elle trouve qu'elle l'exerce toujours de la même manière, avec le même plaisir et sans trop de difficultés s'il y a des aménagements. S'il y a un ou plusieurs noms à ces questions, hein, c'est pas juste des noms, hein, on est dans de la subtilité, vous êtes d'accord, on n'est pas dans des oui-non, c'est pas binaire. Mais moi, c'est quand j'ai commencé à me rendre compte que même en mi-temps thérapeutique, malgré tout, mes migraines pouvaient arriver, que je sois au travail ou pas. Et puis de toute façon, je trouvais que j'étais bonne, mais ponctuellement, mais moins bonne sur la durée vis-à-vis des personnes accompagnées, même si elle-même, elle me le faisait absolument pas ressentir. Je me suis dit, bah, je me suis déjà reconvertie dans ma vie. Peut-être que c'est une occasion et une opportunité de travailler autrement et de faire autre chose. Mais la clé, c'est que ce soit moi qui ai décidé. À partir du moment où j'ai décidé, j'ai ensuite cherché des appuis pour m'y aider. D'abord, ça a été pour aménager des choses pendant 1 an et demi, mais ensuite, ça a été pour m'aider à partir dans les meilleures conditions. Et il faut que la personne soit au centre de ça, vraiment. Allez, je me tais. Je ne sais pas dans quel sens, mais Sophia ou Laurence, bah, vous avez peut-être vu laquelle de vous deux a levé la main en premier. Moi, je n'ai pas vu, mais je vais me permettre si vous voulez bien. Allez, Je voulais juste une petite parenthèse parce que j'entends tout ce que vous dites. Au-delà de ce que je vous ai présenté de moi, je suis moi-même en situation de handicap et j'ai une maladie chronique. En parler, oui, me retrouve à 100%, 200% dans tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a des moments où on a envie d'en parler, des moments où on n'a pas envie d'en parler, des moments où on en a marre et on a envie de gifler les gens parce que ça va, c'est une question qu'on ne supporte plus. Donc, je valide. Et d'ailleurs, pour revenir sur la salariée que je suis, il y a des jours avec et des jours sans.
le gros problème qui s'est posé, c'est que justement, du fait de sa neuroatypie, ce pourquoi elle est d'accord aujourd'hui, elle n'est pas d'accord demain. J'avais trouvé avec elle un système qui était de mettre en place, elle a un collier avec une espèce enfin, c'est juste comment dire, un petit badge qui ferait que quand elle le porterait, ce que j'avais vu avec elle, on la laisse tranquille. Voilà. Si on veut lui parler de façon très par rapport au travail ou quoi, en fait, on lui fait de façon très simplifiée, on lui fait passer un message, voilà, mais qu'on ne l'embête pas avec des viens, on va en pause déjeuner, ou etc. etc. Et bien, elle était tout à fait d'accord. Le lendemain, elle n'était plus d'accord. C'est le Ouais, problème de la neuroatypie, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr. ça se passe d'une manière, et puis ensuite plus du tout, et donc c'est très très difficile à suivre. Alors nous, on est conscient et on suit la maladie et on sait ce que c'est, et je me sens d'autant plus euh, concernée puisque je suis moi-même malade, même si c'est pas à ce niveau, c'est pas pareil. Mais quelqu'un qui ne l'est pas et qui ne vit pas avec quelqu'un qui est malade tous les jours et qui n'a pas à supporter ça dans sa vie, qui a ses propres problèmes à la maison, pas forcément de santé, mais peut-être d'autres choses dans son collectif de travail, est-ce qu'il doit subir ça aussi? Et j'en suis arrivée à me poser toutes ces questions, alors qu'avant, il y a un an, j'étais vraiment dans l'idée de on doit l'aider. Mais en même temps, quand je vois comment l'équipe part, il faut les aider aussi. C'est très, très difficile. Je comprends. Je vais laisser Laurent s'exprimer et après, vous offrirai à tous deux, Je trois vous en petits prie. trucs en plus au cas où, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'équipe si elle est en souffrance aussi. C'est Bien sûr. évident. C'est un collectif de travail. Moi, je voulais juste, alors Sophia, c'est sûrement pas un parallèle qui est possible, mais moi, j'avais une situation sur du handicap auditif d'une collaboratrice qui perdait vraiment fortement l'audition et qui devenait vraiment très, très agressive au quotidien, qui supportait plus aucun bruit. On avait tout aménagé pour absorber les bruits. Enfin, on avait vraiment fait un max de choses, mais elle devenait extrêmement agressive et la perte d'audition était telle qu'elle allait passer à l'implant cochléaire qui vraiment la stressait un maximum. Donc, ce que moi j'avais fait avec les accords d'elle et de l'autre collaboratrice, j'avais une autre collaboratrice qui avait fait les implants de chaque oreille et donc je les ai mises en relation. Donc, elle a pu vraiment lui poser toutes les questions avant l'opération, pendant l'opération, après l'opération, la rééducation, etc. etc. Ça l'a beaucoup rassurée. Et ce que j'ai fait aussi avec son accord, c'est qu'on avait réuni l'équipe et on avait expliqué ce qu'était le handicap auditif. Déjà, comment l'audition fonctionnait, comment le handicap auditif fonctionnait. Ça n'a pas été simple hein, parce que même elle, à un moment donné, elle a été submergée par l'émotion. Bien sûr. Elle est sortie de la salle en larmes. Mais en réalité, elle l'a jamais regretté parce que ses collègues qui, bienveillants, pensaient l'aider correctement, l'aidaient mal, par méconnaissance. Et du coup, ils l'ont aidée différemment. Ça a permis d'aplanir les tensions parce qu'ils ont compris ce qu'elle vivait. Ils ont adapté vraiment leur façon de communiquer pour que ça corresponde à son besoin. Et ça a vraiment calmé les relations. Et du coup, alors, je sais que ce type de handicap dont vous parlez, Sophia, est très complexe. Mais peut-être que alors moi, j'avais fait appel au Cap Emploi qui m'avait indiqué des partenaires qui pouvaient intervenir, spécialisés et experts. Mais je pense que si on n'explique pas non plus les choses, peut-être que vous l'avez fait, hein, je ne sais pas. Mais du coup, c'est encore plus compliqué au quotidien pour un collectif. Après, donc, Si je peux me permettre, merci. Ah oui, pardon. Ce que j'allais dire, sinon j'ai moi, je des réponds juste suggestions rapidement. là-dessus. Oui, Sophia. C'est que oui, au-delà du fait que je l'avais fait moi, avant de faire intervenir le dispositif emploi accompagné, Cap Emploi, la médecine du travail et les deux personnes du dispositif emploi accompagné ont organisé des réunions pour présenter la maladie de la personne et également essayer de les mettre d'égal à égal pour que tout le monde puisse se comprendre. Ça a été fait, mais malheureusement, encore une fois, du fait de la maladie, les jours se suivent et se ressemblent pas, quoi. Alors, je dirais y compris pour le salarié concerné, Sophia, mais aussi pour les gens qui sont autour de personnes comme ça qui sont en méconnaissance d'une pathologie parce qu'on ne peut pas toutes les connaître de toute façon. Et tout ce qui est handicap invisible, c'est super compliqué en fait. On n'est pas dans la peau de quelqu'un d'autre.
Colin Kerr, c'est pas pour rien que je suis là en plus, hein, c'est parce que je suis patiente partenaire sur une pathologie que j'interviens en entreprise via Colin Kerr. Colin Kerr, c'est un dispositif qui est mis en place dans voilà, plein d'entreprises. Et en fait, ça permet à, par exemple, le salarié dont vous parlez, si le dispositif était mis en place dans son entreprise de l'existence de la plateforme Colin Kerr, il pourrait anonymement, lui, ou c'est un homme, hein, je crois, ou une femme, je ne sais plus, Sophia. Je sais plus. C'est une C'est une femme, femme, ok. Si elle est en difficulté, donc elle-même, elle doit se rendre compte, hein, de toute façon, elle doit pas, ça ne doit pas être le bonheur pour le moment au travail. Elle pourrait, via cette plateforme, contacter un patient partenaire, salarié ou ancien salarié d'une entreprise, et qui traverse ou qui a traversé les mêmes difficultés en entreprise. Et ça change déjà énormément. Il ne parlera pas à quelqu'un de son entreprise, mais à une personne, comme moi avec la migraine, à une personne qui a un vécu commun, qui sait ce que c'est que les regards de gens qui ne comprennent pas sa pathologie, qui sait ce que c'est qu'un jour d'être bien, un jour d'être mal, un jour d'être en colère, un jour d'être machin, et que les autres ne comprennent pas, et qui pourra l'aider à cheminer, mieux s'exprimer aussi, et se sentir ne serait-ce que soutenu. Déjà déposer un peu tout ça aussi pour redescendre, même vis-à-vis de l'équipe pour cette personne. Mais en plus, avec ces dispositifs-là, Colin Care, ce qui est intéressant, c'est que les collègues pourraient eux aussi appeler un patient partenaire concerné en disant, voilà, je travaille avec quelqu'un qui a la même pathologie que vous et je n'arrive pas à comprendre cette personne. Est-ce que vous pouvez m'aider à mieux la comprendre? Alors évidemment, comme je le disais, hein, un migraineux plein de migraines, en fait, on n'est pas tous pareils. Donc dans la neuroatypie, tout le monde n'est pas pareil. Mais ça aide d'avoir quelqu'un qui a un vécu commun avec cette personne, avec qui peut-être on n'arrive même plus à parler, même si c'est un ou une collègue. Puis il y a des interventions en entreprise qui sont possibles, mais bon, vous avez déjà essayé pas mal de choses. Il y a aussi il y a des flyers d'associations de patients, hein, selon les pathologies. Et il y a un dispositif, alors je ne sais pas si cette personne travaille et vous, dans le secteur sanitaire ou médico-social, pas du tout. Bon, mobilier pour les public. autres, alors pour les autres qui sont encore concernés, il y a un dispositif qui s'appelle EO Santé, qui est gratuit et anonyme. Pour le salarié, il suffit d'avoir le numéro de SIRET de son entreprise et c'est tout. Euh, Ce dispositif, il est proposé par l'OETH, donc pour toutes les entreprises du secteur sanitaire et médico-social. Et là, c'est pareil, c'est un accès à une plateforme de patients partenaires concernés par beaucoup de handicaps invisibles et de maladies chroniques. Et ça peut permettre à des gens de sortir de leur isolement avec leur maladie et de progressivement reprendre en main leur vie personnelle, professionnelle, et puis de mieux communiquer avec le reste de l'équipe. Voilà. Alors, bon, je me rends compte qu'il est 15h35 et qu'on a complètement dépassé le temps. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore s'exprimer. Sinon, je vais quand même vous envoyer dans la conversation pour... Ah ben, merci à tous ceux qui sont partis, tant pis. Euh, je vais mettre... Il y avait une personne qui voulait des informations pour évaluer la migraine et aussi pour les deux structures dont je viens de vous parler. Donc, EO Santé, dispositif de l'OETH. Donc là, vous avez accès à les salariés ont accès à des patients partenaires concernés. Colline.care, donc ça c'est pour la sensibilisation au handicap invisible. Invisible. Et accès à des patients partenaires. Et les questionnaires migraines. Donc, l'association de patients, d'abord, la voix des migraineux, qui a un site très dense. Et les questionnaires pour la migraine, on appelle ça le MIDAS et le HIT6. Voilà.
Bah écoutez, vous êtes encore quelques-uns à être là, ça fait plaisir. Comme ça, au moins, je peux vous dire au revoir. Si vous avez des questions, vu qu'on est encore en ligne, n'hésitez pas à me les poser. J'ai pas pu remonter le fil, donc j'espère ne pas avoir raté quelque chose de particulier. Toc, 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 toc. Avec plaisir, vraiment. Merci à tous. Merci à ceux qui ont participé et à ceux qui ont participé tout court, même sans intervenir à haute voix. Et évidemment qu'en tant que référent handicap, vous n'êtes pas non plus. J'imagine qu'il y en a un sur deux qui vit avec une maladie chronique aussi. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup sur l'empathie, la bienveillance dont vous faites preuve envers les personnes que vous accompagnez. Donc, c'est vraiment précieux. Euh, merci merci pour votre accueil, en tout cas, votre écoute, vos partages. Et bonne continuation à tout le monde. Voilà. Et j'ai complètement oublié de... Ah, alors, Sophia, oui, je vais voir pour le support. J'ai complètement oublié de mettre l'évaluation. Donc, vous ne m'évaluerez pas. Bon, ben, tant pis. Oui, je ferai envoyer le support. Ça marche, Sophia. Merci, c'est adorable. Merci, ça me touche énormément. C'est hyper gentil. Merci à vous. Moi aussi, ça m'a beaucoup apporté. Vraiment. Pas comment je vais faire pour pouvoir vous envoyer l'évaluation. On va tenter quand même pour ceux qui restent. Et oui, je ne peux pas envoyer de QR code, donc je vais tenter le lien. Allez, je vous dis au revoir. Je vais clore la session. Eh bien, bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir.